Je m'appelle Marcus Webb et je suis chasseur professionnel depuis 23 ans. Pas le chasseur du dimanche qui sort avec ses potes pour tirer sur du chevreuil et boire des bières. Je suis le type que les autorités de la faune sauvage appellent quand un ours pose problème près d'une propriété privée ou quand un puma commence à s'aventurer trop près des zones résidentielles. Je traque, je capture et, si nécessaire, j'aide à résoudre des situations qui présentent des risques pour les gens. C'est un métier qui exige de l'expérience, de la patience et une profonde connaissance du comportement animal. Je n'ai jamais cru au Bigfoot jusqu'au jour où j'en ai trouvé un, mort dans les forêts de l'Olympic National Park. Et ce que j'ai découvert en lien avec cette créature a changé tout ce que je croyais savoir. C'était à la mi-octobre 2023. La saison de la chasse à l'élan venait de commencer dans l'État de Washington et j'avais un permis spécial pour chasser dans une zone reculée de l'Olympic National Park, près de la frontière avec l'Olympic National Forest. La région était connue pour ses forêts denses de sapins de Douglas et de prûches de l'Ouest, des arbres si vieux qu'ils étaient déjà là avant la guerre de sécession. C'était le genre d'endroit où l'on peut marcher des jours sans croiser âmes qui vivent. J'ai garé mon Ford F-250 sur une ancienne piste forestière abandonnée depuis au moins 30 ans, recouverte de mousse et de fougères. J'ai chargé mon sac à dos avec des provisions pour 3 jours, mon fusil Winchester modèle 70, des munitions, une trousse de premier secours, une tente de camping, un sac de couchage prévu pour des températures avoisinant les -5 °C, un filtre à eau, des repas déshydratés et mon GPS. Le plan était simple, suivre une piste de cerf que j'avais repérée 2 semaines plus tôt, installer mon camp près de Whiskey Creek et passer 2 jours à pister des élans mâles adultes. La randonnée jusqu'à mon lieu de campement a duré environ 4 heures. Le sentier grimpait régulièrement à travers une forêt épaisse, traversant de petits ruisseaux et serpentant autour d'énormes arbres tombés couverts d'une mousse vert vif. Quand j'ai finalement atteint Whiskey Creek vers 3 heures de l'après-midi, le soleil commençait déjà à décliner derrière les montagnes. J'ai monté ma tente dans une petite clairière, à une 50aine de mètres du ruisseau. J'ai organisé mon matériel et j'ai allumé un feu. Le dîner fut simple. Un bœuf stroganoff déshydraté mélangé à de l'eau chaude. La nuit est tombée vite dans cette forêt. À 6 heures, il faisait noir complet. J'ai entretenu le feu et j'ai écouté les bruits de la nuit. Des hiboux qui ululaient au loin, le craquement occasionnel d'une branche, le murmure constant du ruisseau. Vers 9 heures, j'étais prêt à dormir. J'ai rangé toute ma nourriture dans un conteneur anti-ours et je l'ai suspendu à une centaine de mètres du camp, comme l'exige le protocole de sécurité. J'ai vérifié mon fusil, je me suis assuré qu'il était chargé mais avec la sécurité enclenchée, et je me suis glissé dans mon sac de couchage. Je devais dormir depuis environ 3 heures quand une odeur m'a réveillé. Pas l'odeur normale de la forêt, autre chose, quelque chose qui n'allait pas. C'était une odeur forte et nauséabonde, une odeur de décomposition, comme si quelque chose de grand était mort et pourrissait à proximité depuis des jours. La puanteur était si forte qu'elle m'a donné la nausée. J'ai allumé ma lampe frontale et j'ai regardé ma montre. 2h47 du matin. Le feu s'était réduit à de faibles braises. Je suis resté quelques minutes dans la tente, à écouter attentivement. Aucun mouvement, aucun bruit d'animaux, rien d'inhabituel à part cette odeur qui semblait s'intensifier. Ma première pensée a été qu'un ours avait traîné une carcasse près de mon campement. Ce serait un sérieux problème. Les ours qui gardent leur proie sont dangereux et la dernière chose que je voulais, c'était de camper près de l'un d'eux. J'ai attrapé mon fusil, j'ai retiré la sécurité et je suis sorti de la tente. La nuit était froide, probablement autour de 4 degrés, et je pouvais voir mon souffle. J'ai balayé le camp avec ma lampe frontale. L'odeur venait de l'ouest, à l'opposé du ruisseau. J'ai commencé à marcher lentement dans cette direction, le fusil prêt à chaque pas, l'odeur devenait plus forte, même presque insupportable. J'ai sorti un bandana de ma poche et je l'ai noué sur mon nez et ma bouche. Ça n'a quasiment servi à rien.
Après environ 200 mètres à travers des fougères qui m'arrivaient à la taille et des branches basses de pin, j'ai vu quelque chose de grand et de sombre, étendu entre deux arbres massifs. Au début, j'ai cru que c'était un ours, mais en me rapprochant et en l'éclairant pleinement avec ma lampe, j'ai compris que je me trompais. Ce n'était pas un ours. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. C'était un corps massif couvert de poils sombres et emmêlés, couché sur le dos, les longs bras étendus sur les côtés. Même dans la faible lumière, même à travers la pourriture, je pouvais voir clairement ce que c'était. C'était un Bigfoot. J'avais entendu ces histoires toute ma vie. J'ai grandi dans l'État de Washington, où les histoires de Sasquatch étaient aussi courantes que les histoires de saumon ou de Microsoft. Tout le monde connaissait quelqu'un qui en avait vu un, mais je n'y avais jamais cru. Je pensais que ce n'étaient que des légendes, des canulars ou des ours mal identifiés. Mais il était là, inerte sur le sol de la forêt, aussi réel que les arbres qui l'entouraient. Je me suis approché lentement, le cœur battant. La créature devait mesurer au moins 2,60 m, peut-être 2,70 m, difficile à dire avec précision, le corps étant gonflé et enflé par la décomposition. Ses poils étaient brun foncé, presque noirs par endroits, grisonnants là où ils étaient tombés par touffes. Le visage était la partie la plus choquante. Il ressemblait à celui d'un gorille, mais pas tout à fait. Plus plat, avec une arcade sourcilière proéminente et une mâchoire massive. Les yeux étaient clos et enfoncés, le nez large et plat et la bouche légèrement entr'ouverte révélait de grandes dents, certaines pointues comme des canines, d'autres larges comme des molaires humaines. Les mains étaient énormes, presque de la taille de gants de receveur de baseball, avec de longs doigts et des ongles épais et sales. Les pieds étaient tout aussi massifs, mesurant facilement 45 cm de long, avec des orteils articulés. D'après la décomposition, j'ai estimé que la créature était là depuis au moins une semaine, peut-être 2. Il n'y avait aucun signe évident de traumatisme, aucune blessure visible, aucune marque suggérant un combat avec un autre animal, mais il y avait quelque chose d'étrange au niveau de l'abdomen. La zone était plus enflée que le reste du corps, distendue d'une manière qui ne semblait pas naturelle. Je savais que je devais appeler les autorités, signaler cela immédiatement. Ce serait la découverte du siècle, la preuve définitive que le Bigfoot existait. Mais il était 3 heures du matin. J'étais à des kilomètres de tout réseau mobile, et mon talkie-walkie n'atteindrait certainement personne d'ici. Puis, alors que je restais là, à fixer cette créature impossible, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais vu aux informations locales, environ 3 semaines plus tôt. Une femme avait disparu dans la région. Sarah Mitchell, 28 ans, de Port Angeles. C'était une passionnée de randonnée qui aimait partir seule sur les sentiers. Elle était partie pour une randonnée de 3 jours dans l'Olympic National Park et n'était jamais revenue. Les secours du comté de King l'avaient cherchée pendant 1 semaine sans trouver la moindre trace. Ce gonflement anormal de l'abdomen de la créature prit soudain une terrible nouvelle signification. J'ai senti mon estomac se retourner. J'ai pris une décision. Il fallait que je sache. Avec mon couteau, j'ai pratiqué avec précaution une incision le long de la paroi abdominale de la créature. L'odeur qui s'en est échappée était indescriptible. J'ai dû reculer et respirer par la bouche pendant plusieurs minutes avant de pouvoir continuer. Quand j'ai finalement regardé à l'intérieur, ma pire crainte s'est confirmée. Là, partiellement digéré mais encore identifiable, se trouvaient des restes humains. Des vêtements, une chaussure de randonnée et sans aucun doute des os et des tissus humains. La créature avait dévoré une personne, et d'après la chronologie, ce ne pouvait être que Sarah Mitchell. Je me suis assis lourdement sur le sol, essayant d'assimiler ce que j'avais trouvé. Ce n'était pas seulement un Bigfoot mort, c'était une scène de crime. Ou du moins, c'est ainsi que les autorités le verraient. Mais en tant que chasseur et traqueur, je comprenais ce qui s'était probablement passé. Cette créature était mourante, affamée, peut-être blessée. Dans son désespoir, elle avait fait quelque chose qu'elle n'aurait normalement jamais fait.
Les prédateurs malades ou blessés attaquent parfois les humains, alors qu'ils ne le feraient pas en temps normal. C'était une convergence tragique de circonstances. Je suis retourné à mon pick-up aussi vite que possible. J'ai conduit jusqu'à capter un signal et j'ai appelé le bureau du shérif. En quelques heures, la situation a pris une ampleur bien au-delà de ce à quoi je m'attendais. D'abord sont arrivés les adjoints locaux, puis le FBI, puis des gens en costume sombre qui n'ont pas précisé de quelle agence ils venaient. Un agent du FBI nommé Morrison a pris les choses en main. Il était calme, professionnel et clairement habitué aux situations inhabituelles. Il a écouté mon récit sans m'interrompre, a posé des questions détaillées, puis m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Monsieur Webb, ce que vous avez trouvé ici va être classifié au plus haut niveau. Cette découverte a des implications pour la sécurité nationale. On vous demandera de signer plusieurs documents et vous ne pourrez en discuter avec personne, vous comprenez? J'ai compris. Au cours des jours suivants, j'ai assisté au déploiement d'une vaste opération secrète. Des hélicoptères militaires sont arrivés à la faveur de l'obscurité. Des équipes spécialisées en combinaisons hazmat ont soigneusement extrait les restes du Bigfoot et ceux de Sarah Mitchell. Des scientifiques ont prélevé des échantillons, pris des mesures, des photographies. Tout a été documenté avec une précision méticuleuse, puis retiré sans laisser de traces. Le sol de la forêt où la créature avait reposé a été nettoyé et en une semaine, on n'aurait jamais deviné que quoi que ce soit s'était passé là. On a dit à la famille de Sarah Mitchell que ses restes avaient été retrouvés et qu'elle était morte lors d'une rencontre avec un animal sauvage. On ne leur a pas dit toute la vérité, mais on leur a permis de faire leur deuil. La version officielle a été soigneusement contrôlée. Le bureau du shérif du comté de King a publié un bref communiqué de presse indiquant que des effets personnels appartenant à Sarah Mitchell avaient été retrouvés dans une zone reculée et que, d'après les preuves médico-légales, elle avait péri dans une malheureuse rencontre avec la faune. Aucune mention de Bigfoot, aucune mention des véritables circonstances. Officiellement, ce n'était qu'une autre tragédie de randonneuse disparue. Mais je savais que dans les cercles scientifiques et gouvernementaux, cela provoquait des remous considérables. L'agent Morrison m'a appelé une fois, parlant avec précaution, pour me faire savoir que l'analyse ADN était en cours et que les résultats préliminaires étaient révolutionnaires. La créature était sans conteste une espèce de primate inconnu avec une divergence génétique par rapport aux lignées connues remontant à des millions d'années. 3 semaines après la découverte, j'ai reçu une visite inattendue. Un SUV noir aux vitres teintées s'est garé dans mon allée et 2 hommes en costume en sont sortis. L'un était l'agent Morrison. L'autre était un homme plus âgé qu'il a simplement présenté comme le Dr Stevens, du département de l'Intérieur. Nous nous sommes assis dans mon salon. Monsieur Webb, commença le Dr Stevens, merci de nous recevoir. Je suis ici en tant que représentant d'un groupe de travail interagence qui a été formé en réponse à votre découverte. Notre mission est de déterminer s'il existe une population de Sasquatch vivant dans nos parcs et forêts nationaux et, si c'est le cas, comment les protéger tout en garantissant la sécurité publique. Nous avons besoin de votre aide, votre expérience de tracker, votre connaissance de ces forêts et franchement, le fait que vous ayez déjà rencontré l'un de ces êtres font de vous une ressource inestimable. Nous mettons sur pied une équipe de recherche sur le terrain et nous aimerions que vous en fassiez partie. J'ai regardé les 2 hommes. Vous me proposez un travail pour chasser le Bigfoot? Le Dr Stevens m'a corrigé. Pas chasser, étudier, documenter, protéger. Ces créatures, si d'autres existent, représentent un patrimoine biologique inestimable. Elles peuvent aussi représenter des risques, surtout s'il y a d'autres individus blessés ou malades comme celui que vous avez trouvé. Nous devons comprendre leur population, leur schéma de déplacement, leur comportement
Et nous devons le faire discrètement, sans provoquer de panique publique, ni attirer les chasseurs de trophées. J'ai pensé à cette créature morte dans la forêt, victime à la fois des circonstances et de la nature. J'ai pensé à Sarah Mitchell et à tous ceux qui aimaient ces espaces sauvages. J'ai pensé à l'équilibre fragile entre les humains et la nature. Je le ferai, ai-je dit, mais à une condition. Quoi que nous trouvions, quels que soient les Sasquatch que nous rencontrons, ils seront protégés quoi qu'il arrive. Ils ne seront ni chassés, ni capturés pour des os, ni exploités. Ils resteront libres dans leur forêt. Le docteur Stevens a souri. Monsieur Webb, c'est exactement l'attitude dont nous avons besoin dans cette équipe marché conclu. Ainsi commença un nouveau chapitre de ma vie. J'ai passé les mois suivants à travailler avec des scientifiques, des défenseurs de l'environnement et des forces de l'ordre dans l'une des opérations secrètes les plus inhabituelles que le gouvernement américain ait jamais menées. Nous avons installé des pièges photographiques dans des zones reculées, analysé des empreintes et des signes, collecté et testé des échantillons d'ADN environnemental. Et oui, nous avons trouvé des preuves de l'existence d'autres. Sasquatch, pas beaucoup. Les estimations suggéraient peut-être 50 à 100 individus dispersés dans les vastes forêts du nord-ouest Pacifique. Une petite population vulnérable qui avait survécu en se tenant à l'écart des humains et en vivant au plus profond des coins les plus sauvages. Nous avons mis en place des protections discrètes. Certaines zones ont été subtilement désignées comme interdites à tout développement. Les schémas de patrouille ont été ajustés pour donner plus d'espace aux créatures. Les pièges illégaux ont été retirés plus agressivement. Quant à la créature que j'ai trouvée, l'autopsie a confirmé ce que nous suspections. Elle avait une blessure à la jambe qui s'était infectée, provoquant une douleur chronique et une mobilité très limitée. L'analyse du contenu de son estomac a montré des signes évidents de malnutrition. La créature avait été incapable de chasser ou de se nourrir efficacement. Il y avait aussi des indications de toxicité systémique, probablement dues à la consommation de nourriture humaine transformée que son corps ne pouvait pas métaboliser correctement. C'était une convergence tragique de facteurs qui a mené au drame. Une créature souffrante et désespérée prenant une décision qui allait à l'encontre de tous les instincts de son espèce. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je fais toujours ce travail. Je passe encore des semaines dans les forêts à suivre des pistes, à surveiller les populations, à m'assurer que ces êtres magnifiques peuvent continuer d'exister sans interférence humaine. Je n'ai jamais revu de Sasquatch vivant. J'ai trouvé des empreintes, des signes de passage, entendu des sons lointains qui auraient pu être leurs appels. Mais ils restent aussi insaisissables qu'ils l'ont toujours été, les fantômes des forêts qui ont survécu en nous évitant. Et c'est peut-être mieux ainsi. Certaines choses sont destinées à rester mystérieuses, à vivre dans les ombres entre le connu et l'inconnu. Mon travail n'est pas de traîner ces êtres en pleine lumière, mais de garantir que les ombres où ils vivent restent intactes et sûres. La famille Mitchell a fini par me contacter. Ce fut une conversation difficile, mais nécessaire. Ils m'ont remercié de leur avoir permis de faire leur deuil, de ne pas être partis alors que j'aurais pu le faire. Le père de Sarah m'a dit quelque chose que je garde encore en moi. Vous nous avez rendu notre fille, pas vivante, mais vous nous avez donné la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est un cadeau. Il y a des nuits où, assis près d'un feu de camp dans les bois, je repense à cette nuit d'octobre où je suis tombé sur l'impossible. Le monde ne connaîtra jamais toute la vérité. Les gens continueront de débattre de l'existence du Bigfoot, de partager des photos floues et des vidéos tremblantes, de raconter des histoires au coin du feu. Et pendant ce temps, un petit groupe d'entre nous continuera à travailler discrètement pour protéger ces créatures, pour s'assurer qu'elles ont une place dans ce monde qui se rétrécit si vite. Parce qu'au final, c'est de cela qu'il s'agit. Pas de prouver qu'ils existent ou de satisfaire la curiosité humaine.
Il s'agit de reconnaître que cette planète est encore assez grande, encore assez sauvage pour receler des mystères. Et certains mystères sont trop précieux pour être résolus. Ils doivent être protégés, préservés, pour que les générations futures puissent s'en émerveiller. Je n'ai jamais cru au Bigfoot, mais j'en ai trouvé un, et j'ai découvert quelque chose qui a changé ma compréhension du monde. J'ai appris que la frontière entre la légende et la réalité est plus mince qu'on ne le pense, que nos forêts recèlent des secrets que nous commençons à peine à comprendre, et que parfois les plus grandes découvertes s'accompagnent des plus grandes responsabilités. Voilà mon histoire, la vérité sur ce qui s'est passé et sur le chemin que ma vie a pris par la suite, et où que se trouvent les Sasquatch survivants, au fin fond des forêts du nord-ouest Pacifique. J'espère qu'ils sont en sécurité, tranquilles, poursuivant leur vie ancienne et mystérieuse, loin des yeux des hommes, parce que certaines choses sont faites pour rester sauvages.